Donc, merci de votre présence. Je suis Anna Ferrer et je serai votre animatrice ce soir. Et ce soir, on va parler d'un sujet qui intrigue, qui est perçu comme une solution ou un danger potentiel, en tout cas un sujet qui peut diviser, les traitements hormonaux de la ménopause. Et nous allons démêler le vrai du faux grâce à l'éclairage de nos deux experts que je vais vous présenter dans un instant. Mais d'abord, je voudrais vous dire 2 mots sur Ménopause Club, tout nouveau concept. C'est une initiative qui rassemble les femmes et les professionnels de santé autour de la ménopause. Et c'est le fruit d'un partenariat entre l'hôpital Foch et la plateforme Barnabé. Et on est financé par l'Agence régionale de santé. Et je vous précise ça parce que on va parler des traitements aujourd'hui, mais nous n'avons aucun intérêt dans l'industrie pharmaceutique. Hein, c'est vraiment important. L'émission du Ménopause Club, il s'agit de vous informer, les femmes comme les professionnels de santé, sur la ménopause, les symptômes et les traitements. Également, vous accompagner en aidant les femmes à préparer, à traverser cette étape de vie qu'est la ménopause. Et puis, orienter et faciliter la prise en charge des femmes dans un parcours de santé qui est adapté à leurs besoins. Et donc, notre parcours d'accompagnement est gratuit. Ce sont des événements qui sont organisés chaque mois pour vous permettre d'échanger entre femmes et professionnels de santé autour de la ménopause. Ce sont des articles pour vous informer, et puis pour être au courant de tout ce qui va se passer au sein du club. Il y a une newsletter pour vous informer. Et on est en train de construire un programme avec d'autres accompagnements à venir. Donc, surtout, si vous voulez venir nous rejoindre, vous pouvez flasher le QR code qui est ici pour pouvoir vous inscrire et rejoindre le club. C'est entièrement gratuit, encore une fois. Alors ce soir, nos intervenants sont au nombre de 2. Alors peut-être que comme moi, quand vous cherchez à avoir des informations sur la ménopause, vous souhaitez rencontrer des professionnels de santé qui connaissent bien le sujet et que vous êtes surpris de voir qu'il y a beaucoup d'attentes pour pouvoir contacter ces professionnels de santé. Et là, nous avons beaucoup de chance puisque nous avons 2 gynécologues de l'hôpital Foch qui sont à notre disposition pendant toute la soirée pour répondre à nos questions. Alors, un grand merci à Dr Lydia Marié-Semama qui a accepté de nous rejoindre, ainsi que Pierre-François Secaldi. Bonsoir. J'ai proposé donc… Pardon ? J'ai donc proposé à Lydia de se présenter. Oui, bonsoir à tous et ravie d'être parmi vous ce soir. La ménopause, pour moi, c'est une vieille amie, je dirais, parce que je me suis intéressée à la ménopause depuis très, très longtemps, bien avant même ces fameuses études qui nous ont donné tant de soucis en 2002. J'ai été à un moment de ma vie la vice-présidente de l'Association française d'études de la ménopause pendant de très, très nombreuses années. Et j'ai la chance maintenant d'avoir une consultation dédiée à la ménopause et à la périménopause à l'hôpital Foch et évidemment à mon cabinet à Boulogne-Billancourt. Je vois quand même pas mal de patientes qui ont vieilli comme moi et qui arrivent à l'âge de la ménopause, y compris d'ailleurs celles que je n'ai pas vues avant et qui arrivent pour me parler de ménopause. Merci Lydia et je propose à Pierre-François de se présenter. Oui, bonsoir, bonsoir tout le monde, bonsoir à toutes. Donc Pierre-François Secaldi, moi je suis gynécologue obstétricien à l'hôpital Foch, nouvel arrivant à Foch, et moi ce qui m'intéresse, c'est en général la santé des femmes à tous les âges. Et comme je rejoins tout à fait Lydia, c'est que je suis arrivé un petit peu après, mais au moment en fait des grandes études dont parlait Lydia, où en tant que prescripteur, on s'est retrouvé avec une forte prescription, puis à un moment donné, plus rien. Et donc l'idée aujourd'hui, ce soir, c'est de débattre avec vous du vrai, du faux, de ce qui s'est passé et de comment vous accompagner au mieux et surtout battre en brèche grâce à Lydia pas mal de petites idées préconçues. Merci beaucoup à tous les 2. C'est un plaisir de vous avoir avec nous. Et du coup, pour rythmer la soirée, on va vous poser plein de questions sur les traitements hormonaux de la ménopause. Mais ce sont des questions qui viennent des personnes qui participent à ce webinaire. Donc, on les a fait émerger. Et du coup, nous avons réuni les questions autour de 6 thématiques principales, qui seront les sujets qu'on va aborder ce soir. Donc, nous allons parler de la ménopause et de sa prise en charge, des traitements hormonaux de la ménopause, les fameux THM, traitements hormonaux de la ménopause, c'est un acronyme qu'on va utiliser au cours de la soirée. Quels bénéfices des THM? Les contre-indications, les risques et effets secondaires des THM et les compléments et alternatives possibles.
Donc voilà pour les 6 thématiques que nous allons aborder pendant la soirée. Du coup, je propose de commencer avec la ménopause et sa prise en charge. Alors, si on devait définir la ménopause, la périménopause, hein, c'est des concepts qu'on entend beaucoup. Est-ce que vous pouvez, Lydia, est-ce que vous pouvez nous éclairer sur ces concepts? Alors, la vraie définition de la ménopause, c'est l'arrêt des menstruations et des possibilités de procréation. Cet arrêt des règles doit durer au moins de plus d'1 an. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire que, au bout de 3 mois d'arrêt de règles, la dame est en ménopause, même si elle a, je dirais en étant excessive, 57-58 ans. Ceci dit, l'âge moyen en France d'arrivée de la ménopause est 51 ans. OK. Très bien. Donc à ce moment-là, lorsqu'elle survient naturellement après 45 ans, on dit que c'est une ménopause naturelle. OK. Si elle arrive parce qu'on a enlevé les ovaires, c'est une ménopause chirurgicale. Elle peut arriver également parce qu'on a fait à cette dame, parce qu'elle a un traitement pour un cancer ou des choses de ce genre-là, on lui a fait une chimiothérapie et donc elle peut être ménopausée. Elle peut également être ménopausée après avoir reçu des rayons. D'accord. À un moment donné, on parlait de ménopause précoce. Bon, il se trouve que là aussi, j'ai des accointances avec les organismes internationaux de ménopause parce que j'ai l'habitude de participer à leur congrès et d'y parler. Et les dernières définitions au niveau international, on ne parle plus de ménopause précoce, c'est-à-dire entre 40 et 45 ans, on l'appelle ménopause anticipée. Et puis avant, on parlait, avant 40 ans, on disait que c'était une ménopause prématurée. En fait, maintenant, on parle d'insuffisance ovarienne prématurée et là, dont il faudra chercher la cause. OK. Voilà. Très bien. La périménopause, par contre, c'est toute cette période, j'allais dire casse-pied pour nos patientes et pour nous, parce qu'elle est dure à prendre en charge, elle est difficile à prendre en charge, et c'est cette périménopause qui est l'arrivée des fois des signes qui altèrent la qualité de vie, ces fameuses bouffées de chaleur, sueur, mais les femmes ne sont toujours pas ménopausées, parce que même si elles n'ont pas leurs règles pendant 1 mois ou 2, tout d'un coup, les règles arrivent et on sait qu'à ce moment-là, elles ne sont pas en ménopause. D'accord. Donc en fait, même si on a des symptômes de ménopause, mais qu'on n'y est pas encore, on est en périménopause à ce moment-là, c'est ça? C'est ça. D'accord, très bien. Et donc sur les symptômes, Lydia, vous parliez de l'arrêt des règles, mais voilà, est-ce que c'est le seul symptôme ou est-ce qu'il y en a d'autres? Ah non, non, ce n'est pas le seul symptôme. Les symptômes de ménopause, si vous voulez, il y a ce qu'on appelle scientifiquement, ce qu'on dit, c'est les signes climatériques. En fait, les signes climatériques, on va mettre dans ce genre de groupe, si vous voulez, les bouffées de chaleur, l'irritation, les sueurs nocturnes. On va également avoir des problèmes de fatigue, des problèmes donc de nervosité. Et puis il y a un terme que j'aime beaucoup chez les anglo-saxons qui décrit cet état que nous décrivent certaines patientes où elles ne sont pas bien dans leur tête. Et le terme anglais, c'est brain fog. Et ça veut dire vraiment, c'est le brouillard au niveau du cerveau. On l'a Voilà un entendu petit dans le peu. Covid, ce terme-là, non? Absolument, oui. Et donc, et toutes ces histoires de sueur nocturne, de bouffées de chaleur, etc., font que ces femmes dorment mal, de nervosité, d'anxiété, font que ces femmes dorment mal, et donc il y a des troubles du sommeil. Ça, OK. ce sont les symptômes liés au climatère, qu'on appelle le climatère. Il y a aussi d'autres symptômes, et ces autres symptômes sont les douleurs articulaires, et puis la baisse de la libido, et puis effectivement les douleurs musculaires même, et OK. voire même, et on le verra après, en principe pas tout de suite, mais il y a toujours un décalage, mais chez certaines femmes, les signes de sécheresse génito-urinaire arrivent très vite. Lydia, rassurez-moi, est-ce qu'on va toutes avoir l'ensemble de ces symptômes? Non, pas du tout, et on peut même ne rien avoir du tout.
Ah, et comment on peut savoir ça? Il y a moyen d'anticiper, de savoir quels sont les symptômes qu'on va avoir? Absolument pas. OK, c'est la loterie. Même si notre Oui, maman ou notre grand-mère a eu certains symptômes, on n'est pas sûr d'avoir les mêmes. absolument. Vous avez des femmes qui ont mal aux articulations, mais qui n'ont pas de bouffées de chaleur. Vous avez des femmes qui n'ont que les bouffées de chaleur. Vous avez des femmes qui, comme j'en ai vu une, la dernière patiente de cet après-midi, elle est venue uniquement parce qu'elle avait une sécheresse vulvo-vaginale. Donc, vous voyez, on peut tout avoir. OK, très bien. Bon, bah, c'est noté. Alors, quels sont les autres effets, les autres impacts de la ménopause sur la qualité de vie des femmes et leur santé? Alors, la qualité de vie, si vous voulez, c'est effectivement tout ce que je vous ai dit. C'est-à-dire qu'une femme qui dort mal, une femme qui n'est pas bien, bah, elle ne se sent pas bien. Ouais. D'autre part, il y a quelque chose d'important, c'est que euh, il y a une modification du schéma corporel de la femme. C'est-à-dire qu'il y a, chez la femme, si vous voulez, on a une partie du corps est fait de graisse, une autre partie de muscles et d'os. Mmh. Et on appelle ça la masse maigre et la masse grasse. Ouais. Au moment de la ménopause, il y a une accélération de formation de la masse maigre, de la masse grasse, pardon, OK. par rapport à la masse maigre. Et à ce moment-là, il y a une prise de poids. Alors, vous le remarquerez, on n'a pas encore parlé de traitement. Ce n'est pas le traitement qui fait prendre du poids, c'est la ménopause. Et à D'accord. ce moment-là, il y a effectivement une qualité de vie un petit peu perturbée parce qu'on n'aime pas du tout se retrouver avec 4 ou 5 kilos de plus, hein. C'est des, on n'aime plus être obligé de changer sa garde-robe, etc. Et à ce moment-là, ça fait partie de la qualité de vie, ça fait partie de la prise en charge. Moi, j'ai toujours dit que la prise en charge de la femme à la ménopause, elle est essentielle au niveau de cette qualité de vie. Pourquoi? Parce que la femme va passer par rapport à, on en reviendra certainement tout à l'heure, à l'espérance de vie des femmes, les femmes vont passer plus d'un tiers de leur vie de femme en ménopause. OK. Donc automatiquement, ils font parler de ce problème de changement masse grasse, masse maigre, parler de cette prise de conscience qu'il faut perdre du poids. Et perdre du poids comment? La ration alimentaire qui faisait qu'une femme était en équilibre. Je ne dis pas qu'elle maigrissait, hein, je dis qu'elle était en équilibre. Elle se maintenait à ses 55-56 kilos sympa. La même ration alimentaire à la ménopause va lui faire prendre du poids. OK. Ah Donc donc voilà, le effectivement problème ouais. de la qualité de vie, c'est ça. Et un problème qui retentit sur la santé. Parce qu'on sait très bien que le fait de prendre du poids va ressentir sur la santé, va ressentir sur le cardiovasculaire, par exemple. Mmh. D'où effectivement effet sur la santé. Effet sur la santé aussi parce que avant la ménopause, les ovaires vont fabriquer des œstrogènes. Oui. Ces œstrogènes naturels vont agir de façon bénéfique sur les vaisseaux. C'est-à-dire que chez la femme, les œstrogènes vont empêcher le cholestérol de former des plaques, ce qu'on appelle les plaques d'athérome, qui sont des plaques de cholestérol. Et ces Mmh. plaques qui vont augmenter en épaisseur chez les femmes à peu près à partir de 40 ans, mais elles ont toujours des œstrogènes, donc ça augmente pas beaucoup. Et si, à partir de la ménopause, cette épaisseur de cette plaque de cholestérol peut augmenter, et puis beaucoup plus tard, cette plaque va se diviser en petits morceaux, et ces petits morceaux vont pouvoir migrer dans le sang et provoquer un infarctus du myocarde, un AVC. Donc, automatiquement, c'est cette diminution de sécrétion d'œstrogène qui peut être à l'origine de cela. On le reverra, la prise de ce qu'on appelle le traitement hormonal de ménopause va pouvoir, chez certaines, faire en sorte qu'on va
réguler cela. Alors, juste On va pas encore aborder ce sujet si vous voulez bien. On va se garder ça pour tout à l'heure. non, mais juste un truc, vous avez dit tout à l'heure le THM, c'est Oui, effectivement le traitement hormonal de ménopause. Nous avons parlé auparavant de ces ménopauses qui arrivent avant oui. et surtout de celles qui arrivent très tôt. Et là, c'est un THS, c'est un traitement hormonal substitutif. Tout comme quand on a un problème de thyroïde, d'insuffisance de thyroïde, on va donner une hormone thyroïdienne. Ouais. Quand les femmes ont eu une ménopause vraiment très tôt, là, ne se pose même pas les questions de savoir si elle veut ou si elle ne veut pas. On est obligé de lui donner un THS. Pour Donc, préserver sa santé. absolument. Donc, c'est D'accord. pas OK. pour préserver l'os, on le verra plus tard, Mmh. préserver le cardiovasculaire. Donc, on est OK. Très clair. différence entre THS et THM. Voilà. D'accord. Et du coup, je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui se sont reconnues dans l'ensemble des symptômes que vous avez récapitulés tout à l'heure. Donc merci pour ça. Je crois qu'on peut bien imaginer aussi, ce qui peut potentiellement nous attendre, hein, si on n'a pas encore, vécu l'ensemble des effets secondaires. Et alors du coup, la question est plus évidente qui arrive, c'est quelle prise en charge? Vers qui on peut se tourner pour trouver des solutions? Parce qu'il y a quand même pas mal de femmes qui aujourd'hui ont du mal à trouver, les bonnes personnes, les bons interlocuteurs pour parler de la ménopause. Alors, Pierre-François, vers qui peut-on se tourner dans ces cas-là? Vaste question, Anna. Justement, le paradigme est là, c'est comme on le précisait avec Lydia et avec vous à l'instant, et c'est peut-être cette petite diapo en forme de boutade où on a les symptômes d'un côté et la patiente qui demande quand est-ce qu'on va pouvoir s'occuper de moi et de mes symptômes. Je ne sais pas si vous avez la diapo là à Elle passer, est un peu plus mais loin, mais oui, on va un peut-être. peu plus loin, mais on la passera tout à l'heure, c'est pas grave. Mais aujourd'hui, en effet, la problématique qu'on a, c'est que il y a eu ce qu'on appelle un gap, c'est-à-dire un défaut de formation ces dernières années des collègues. En plus, comme on le sait, de la pénurie aujourd'hui Mmh. au niveau de certaines professions médicales. Et donc, vers qui se tourner aujourd'hui? Alors, j'aurais tendance à vous dire le médecin traitant en premier lieu, si il ou elle a été formé là-dessus. Et ce qui est message d'optimisme, c'est qu'aujourd'hui, nous avons heureusement de plus en plus de jeunes collègues, collaboratrices de médecine générale qui s'intéressent à la gynécologie médicale et donc qui est extrêmement motivée, et Lydia le sait en tant que responsable de stage, qui viennent se former pour ça. Et puis, vers qui se tourner aussi, bien sûr, le gynécologue médical et le gynéco-obstétricien, puisque comme Lydia l'a rappelé aujourd'hui, l'idée, c'est quand même de prescrire, dans la mesure du possible, un traitement en plus du bilan, de voir donc ce qu'il en est. Et donc, voilà à peu près aujourd'hui, avec les particularités aujourd'hui, ce qui est important de noter, c'est qu'il faut, pour accompagner au mieux les femmes sur le sujet, un peu un modérateur de tout ça, puisqu'on n'hésite pas dans ce cas-là à adresser aussi au cardiologue. Le cardiovasculaire est hyper important, comme on va le voir, plus ou moins aussi à côté. Le rhumatologue pour l'ostéo-articulaire et l'osseux, à un moment ou à un autre, dans les 5 à 10 ans qui peuvent suivre. Et donc, aujourd'hui, c'est sur la longueur que ça doit s'installer, avec cette confiance qu'on doit avoir avec, en effet, un praticien pour vous suivre au long cours. Ouais. Est-ce qu'il Alors, existe ouais. oui, je vous en Est-ce qu'il prie. existe peut-être des médecins généralistes qui sont spécialisés sur le sujet de la ménopause ou des gynécologues qui ont cette spécialité? Je ne sais pas si c'est ou alors tous les gynécologues sont formés de la même façon et sensibles de la même façon au sujet de la ménopause? Former, alors à l'échelle nationale, oui, ça fait partie du bagage, je vous dirais, de la D'accord. formation. Sensibiliser, je ne saurais pas dire ça, puisque comme Lydia l'a très bien rappelé, en effet, il y a une évolution des pratiques qui a fait qu'on s'est arrêté de traiter. Et donc, au niveau du bilan, on était plus sur traitement des symptômes suivant les manifestations cardiovasculaires, ostéo-articulaires, métaboliques, et voilà, essentiellement. Et puis, on était vraiment démunis jusqu'à peu. Et puis, voilà. Et sur le bilan de santé ménopause aujourd'hui, il y a une recommandation hein, des grands organismes et des sociétés savantes hein, qui s'y intéressent au niveau de la ménopause. Il n'y a pas de package à proprement parler aujourd'hui. Et le corollaire de ça, c'est qu'on n'a pas véritablement une consultation dédiée, alors qu'aujourd'hui,
on est appelé quand même, la ménopause n'est pas une fin en soi, hein, ça marque juste le milieu de la vie en tant que tel, hein, puisqu'on est vous êtes tout appelés à être centenaire. Et donc l'idée, c'est d'accompagner au mieux pour que ce puisse les générations, les années suivantes puissent se passer au mieux en toute indépendance et en bonne santé. Et donc, non, il n'y a pas aujourd'hui de prise en charge par la sécurité sociale, typiquement, mais on y travaille. On y travaille, voilà, c'est l'objet aussi de ce projet de Menopower, c'est vraiment de travailler là-dessus avec les patientes et de construire ça, suivant en les écoutant et en partageant ce qui est l'objectif ce soir de toutes ces questions. Très bien, merci beaucoup. On va passer maintenant aux traitements hormonaux de la ménopause, les fameux. Alors, qu'est-ce que c'est, Lydia? Depuis quand et pourquoi ça existe, ces traitements hormonaux de la ménopause? Alors, je pense qu'il va falloir là aussi dire qu'il y a deux sortes de traitements. Il y a, et Pierre-François en parlera tout à l'heure, il y a le traitement pour les sécheresses vulvo-vaginales gynécologiques qui est un traitement vraiment spécifique et local. Et puis, il y a bon, THM ou THS, hein, c'est à peu près la même chose. Ces traitements vont essayer de, j'allais dire, singer ce que faisait l'ovaire avant. C'est-à-dire que l'ovaire sécrétait au cours d'un cycle des œstrogènes en faisant bref en première partie de cycle et puis de la progestérone en deuxième partie de cycle. OK. Les œstrogènes, ce sont les hormones de la multiplication cellulaire et la progestérone arrivant pour freiner un petit peu, en gros, l'action des œstrogènes, du moins dans le traitement qu'on va voir. Donc, le traitement de la ménopause, on va essayer de faire en sorte que l'œstrogène, de faire en sorte que l'ovaire revive, quoi, de faire comme s'il revenait à la charge. D'accord, donc le fait de prendre ces traitements devrait permettre de refaire fonctionner la machine qui s'était arrêtée, mais de façon artificielle, en fait, hein, de donner l'impression au corps que c'est reparti Non, on ou? ne peut pas repartir la machine. On donne au corps les éléments dont il avait besoin auparavant D'accord, pour éviter les douleurs d'articulation, les bouffées de chaleur, etc. On très ne bien. va pas rentrer dans le pourquoi ça agissait. On sait que ça va faire en sorte qu'on reparte comme avant, quoi. OK, très bien, très clair. On repart Ouais. comme avant. Or, en fait, qu'est-ce qui a un bénéfice? Ce sont les œstrogènes. Ouais. OK. Mais les traitements, sauf chez la femme qui n'a pas un utérus, on y reviendra, les traitements associent toujours la progestérone. D'accord. Parce que, je vous l'ai dit, les œstrogènes sont les hormones de la multiplication cellulaire. Imaginez un utérus, imaginez la cavité de l'utérus, là où va s'installer le petit œuf, hein, Le bébé, voilà. le bébé. La cavité, elle est bordée par une petite couche de cellules qui s'appelle l'endomètre. Et cet endomètre, au cours du cycle menstruel normal, va augmenter en épaisseur parce que les œstrogènes vont le faire se multiplier. Et puis après, la progestérone va arriver, va transformer cet endomètre en créant des glandes, etc., pour que le petit œuf s'implante. Et puis, il y a un espèce de déclic là-haut au niveau du cerveau qui dit, hop, la dame, elle n'est pas enceinte. Et à ce moment-là, la sécrétion d'hormones s'arrête et il y a les règles. Mais pendant ce temps-là, donc, il y a eu cette multiplication cellulaire qui a fait que cette petite partie, ce tissu qui tapisse la cavité, l'endomètre, a augmenté d'épaisseur. Si on ne donnait au niveau du traitement que des œstrogènes, on créerait une augmentation d'épaisseur de l'endomètre sans qu'il puisse y avoir les règles pour partir. Et ça pourrait effectivement, à la fin, créer des anomalies, voire même un cancer de l'endomètre. Donc ça veut dire qu'il faut prendre des œstrogènes et en parallèle, voilà. Quand on a un utérus, il faut prendre les deux hormones. D'accord, pour éviter les cancers, c'est ça? Le cancer de l'endomètre. De l'endomètre. OK, très bien. Hein. OK.
Ok, C'est parce que les œstrogènes vont créer une multiplication des cellules de cet endomètre. ok, très bien. Alors comment on le donne ce traitement? Eh ben, les œstrogènes, on peut le donner en comprimé, on peut le donner en gel, on peut le donner en patch et en principe, on donne, du moins chez nous, dans les pays, en France bien sûr, mais aussi dans beaucoup de pays européens, on donne ce qu'on appelle l'œstrogène naturel, qui est le 17-bêta-estradiol. Le 17-bêta-estradiol, c'est l'œstrogène naturel. C'est un des œstrogènes naturels. Vous verrez qu'on en a découvert un. Quelle est la différence entre un naturel et un pas naturel? Un pas naturel, les œstrogènes de synthèse, c'est ceux qu'on trouve dans la pilule. Et eux, là, ils ne sont pas très, très bons pour les veines et pour le cœur. D'accord, ok. Alors que Voilà. les naturels n'ont pas cette problématique-là. En principe, D'accord. en principe. On a découvert récemment, enfin depuis quelque temps, mais on est en train de mettre sur le marché un autre œstrogène naturel qui s'appelle l'estétrol. Mhm. Lui sera encore une action encore meilleure que le 17-bêta-estradiol et les risques moindres. Donc l'estétrol, c'est le traitement, a priori, qui est le plus efficace et le moins. Il n'est pas sur le marché. Ah Mais bon? il arrive, oui, il est sur le marché, mais dans une pilule, mais donc ce n'est pas notre propos aujourd'hui. D'accord. Et il Mais arrive quand? très très vite. Ils sont Ah, en négociation, les laboratoires qui le font sont en négociation de prix. Vous voyez, c'est. d'accord. Bon, l'estradiol. Ok, très bien. Et alors, à partir de quand on peut prendre ce traitement-là? Alors, il faut absolument qu'on soit sûr de la ménopause. D'accord. On est sûr de la ménopause la définition, c'est 1 an sans règles. 1 an sans règles, on peut du Donc, coup on peut, son médecin et lui demander un traitement comme celui-ci. Oui. voilà, on peut associer, donc je vous l'ai dit, soit des comprimés, il y a même des comprimés qui contiennent à la fois la progestérone et l'œstrogène, soit prendre un espèce de gel qui est en pchit, et Mhm. à ce moment-là, on associe une progestérone. Et donc, on a 2 progestérones dont on sert en France et dans les pays européens, de plus en plus dans les autres pays, États-Unis et autres. C'est la progestérone naturelle et son frère jumeau qu'on appelle la rétroprogestérone. Ok. Alors, quand on commence à prendre ces traitements, Alors, juste un mot. Qu'est-ce qui s'est passé au moment de cette fameuse étude de 2002 qui nous a fait si peur? En fait, cette étude portait sur des femmes qui avaient été traitées par des œstrogènes qui n'étaient pas le 17-bêta-estradiol, étaient progestatifs et non pas de la progestérone naturelle, qui, eux, avaient un effet néfaste. En plus, les celui qui est femmes. dans la pilule, en fait, c'est ça? Pardon? Celui qui est dans la pilule, en fait, c'est ça? À peu près, à peu près. D'accord. Et en fait, si vous voulez, et en plus, on n'a pas traité les femmes au bout d'1 an d'arrêt des règles. On a voulu prouver à ce moment-là que ce traitement était bon pour pour faire de la prévention cardiovasculaire. Et on l'a donné à des femmes de plus de 60 ans, 62 ans en moyenne, qui elles-mêmes étaient diabétiques, hypertendues, etc. Patapouf, ça n'a pas loupé, ça a été très mauvais. Et en plus, on s'est rendu compte que le progestatif, donc cette espèce de progestérone pas naturelle qu'il y avait dedans, pouvait être responsable d'une augmentation du risque de survenue du cancer du sein. Donc en fait, en gros, chez nous, si vous voulez, c'est quoi le traitement chez nous? C'est un œstrogène naturel associé à une progestérone naturelle ou à son jumeau, la rétroprogestérone. D'accord. Les œstrogènes pouvant être pris en gel ou patch ou en comprimé. La progestérone naturelle et son jumeau sont pris en comprimé. D'accord. Donc, je récapitule. On a aujourd'hui des traitements d'œstrogène et de progestérone naturels qui, aujourd'hui, ont fait leurs preuves. Et en fait, on a cette espèce de relent de scandale qui vient quand on parle des traitements hormonaux de la ménopause est lié à une étude qui a été faite il y a quelques années, mais qui était faite qui n'a pas été donnée aux bonnes personnes, en fait. C'est ça.
En fait, c'était pas, les produits étaient différents et ça Les produits n'avait pas étaient été différents, donné. voilà. Et Les c'était produits pas étaient les bonnes différents. personnes. Et du coup, ça a provoqué potentiellement des cancers ou des aggravations des problématiques de santé. Il y a eu chez ces femmes-là quand même une augmentation des cancers du sein et une augmentation des AVC. Ouais, ok, très bien. Ouais, d'accord. Mais Donc, aujourd'hui, ça ne sera pas le cas parce que ce ne sont pas les mêmes produits et on sait à qui les donner. alors, on sait à qui les donner, on les commence, et alors, on les donne, on les commence donc le plus vite possible, et en tout cas, on ne va pas les donner chez une femme qui est ménopausée depuis 10 ans ou plus de 10 ans. D'accord. Donc, on peut Ça commencer à les s'appelle, prendre 1 an après l'arrêt des règles oui. et on peut les poursuivre sur le long cours? Alors oui, alors là aussi, il n'y a aucune étude qui montre qu'on doive les arrêter à 5 ans, à 10 ans, à 15 ans, n'importe quoi. On a entendu des fake news extraordinaires là-dessus. Il n'y a aucune étude qui ne les prouve. Aucune. C'est-à-dire que si on les commence, on peut les continuer. Moi, alors, des fois, on les donne pas aux mêmes doses. Des Mais fois, quand on est-ce donne jeunes à faible dose. Moi, j'ai des patientes de 92 ans, j'en ai une, c'est mon cas superbe. Elle a 92 ans, si j'arrête le traitement, elle a des bouffées de chaleur. Alors d'accord. évidemment, elle, je ne lui donne pas sa dose tous les jours, je lui donne une petite dose 2 ou 3 Mmh. fois par semaine. Et En quand est-ce que associant, c'est qu'on peut s'arrêter alors? Faut faire des bah, tests? c'est la patiente, hein, qui en a marre. Ah OK, d'accord. C'est la patiente qui en a marre, hein, ou alors il y a une contre-indication qui apparaît, à ce moment-là, on arrête, hein. D'accord, OK. Mais des fois, c'est la patiente. Moi, j'en ai une encore cet après-midi qui est arrivée, qui m'a dit: «Bah, écoutez, il y a un mois, j'ai arrêté, stop», et je lui dis: «Vous avez eu des bouffées de chaleur?» «Non, j'ai plus rien eu, donc on arrête». OK, très bien. Et est-ce qu'il y a des traces dans le corps, après l'arrêt? C'est une question qu'on avait eue, Non, pas du tout. Non, pas non. du tout. OK. Ça On va pas disparaît de rentrer, l'organisme dès qu'on arrête de le voilà, on prendre. va pas rentrer dans les définitions scientifiques, et cetera, de la vie, d'une hormone, mais la disparition de l'hormone de l'organisme, elle est très rapide. Super. Bon, merci L'idée, beaucoup Lydia, l'idée c'est juste, très clair. l'idée pour compléter ce que disait Lydia, en effet, c'est que pourquoi les traces disparaissent très vite, c'est que justement, on limite l'apport oral au maximum, c'est-à-dire tout se fait en tropiques locaux et c'est pour ça aussi qu'au niveau sanguin, il y a peu de passage et surtout au niveau du foie et tout ça. Alors, un tropique local, Pierre-François, qu'est-ce que c'est? C'est la crème que vous mettez, c'est le patch que vous mettez, D'accord, et donc ça, voilà, c'est l'ovule qu'on dispose de temps en temps donc aussi, le en produit, quantité. traverse la barrière de la peau et rentre dans l'organisme, de cette façon, du coup? Et c'est un moyen plus sûr, du coup, Oui, de mais il rentre beaucoup moins. Voilà, d'accord, tout à fait. super intéressant. D'accord, merci. Alors Alors juste pour dire que le fameux qui arrive là, l'estétrol, lui, oui, il passe pas par le foie et il a pas cette, il n'aura pas ce problème. d'accord, OK. Bon, on Voilà, l'attend avec impatience alors. et donc vraiment, mais parce que j'ai lu une question qui apparaissait, quand on dit 5 ans, 10 ans, et cetera, c'est fake news, hein, c'est pas vrai. Personne ne l'a jamais prouvé. Très bien. Alors, concrètement, quels sont, les effets de ce traitement hormonal, sur les symptômes de la ménopause que vous nous avez décrits tout à l'heure, Lydia? Alors bien entendu, c'est le meilleur des traitements des bouffées de chaleur. D'accord. Oh, et au bout de combien de temps on ressent un bénéfice, du coup, sur les bouffées de Donc chaleur? ça dépend des patientes. D'accord. Il y en a qui ont un bénéfice en 3-4 jours, il y en a chez qui il faut, une bonne semaine, 15 jours. Oh là là, ça en fait Non, rêver comme plus la d'une. dose, comme la dose, si vous voulez, la prise en charge d'une femme avec un traitement, mon ami Alain Tamborini, qui est un médecin qui s'occupe beaucoup de ménopause, disait, c'est pas une dame qu'on envoie chez Zara, c'est une dame qu'on envoie chez Christian Dior. Pourquoi? Parce que c'est pas la même dose pour tout le monde. C'est-à-dire que chacune va découvrir sa dose. C'est-à-dire qu'à chacune, il va falloir dire, s'il y a trop d'hormones, eh ben, vous allez avoir mal au sein parce que vos seins vont être tendus. S'il n'y en a pas assez, eh ben, il y aura beaucoup, on n'aura pas traité les bouffées de chaleur. Donc, si vous voulez, c'est une cuisine, c'est un jeu. C'est vraiment, j'en mets un peu, je regarde ce que ça donne, etc. Vous voyez? Donc, OK. c'est pas
le même traitement pour tout le monde. Ça veut dire qu'il y a besoin d'une vraie relation d'écoute entre le patient et le professionnel de santé pour trouver le bon ajustement des doses qui conviennent à la femme, en fait. Ah là là. Alors là, la consultation de ménopause, c'est pas une consultation qui se fait en 10 minutes, un quart d'heure. Ah En bon? plus, la consultation de ménopause, c'est une consultation où les patientes ont nos mails maintenant. Je dis pas nos téléphones, grâce à Dieu, on a les mails et on a les mails. C'est-à-dire que, on a, «Qu'est-ce que vous en pensez docteur?» et cetera. Donc c'est vraiment, Ah c'est un oui. suivi sans arrêt. C'est vraiment pas, je traite une mycose, je donne un ovule et ça y est, c'est Ouais. fini, hein. Ouais. Donc il y a vraiment cet échange du coup qui est fondamental pour trouver le bon ajustement, du traitement. OK. Alors on a parlé des bouffées de chaleur. Sur les autres symptômes, quels sont les bénéfices de ce traitement? Alors, un de mes amis rhumatologues me disait: «Ça serait extraordinaire si quand une dame a des douleurs articulaires, on commençait par leur donner un traitement hormonal de ménopause. Ça me permettrait quand même de voir beaucoup plus de monde» parce que finalement, ça va très vite sur les douleurs articulaires aussi. Waouh! Femmes qui OK. ont des douleurs articulaires, heu, liées à la ménopause, le traitement va très vite. Alors d'ailleurs, quand en 2002, il y avait eu cette étude américaine, là, ça a été patatrac, les femmes ont arrêté leur traitement, très Mmh. vite. Tout à Ouais. fait, ouais, 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 Et je me à ce souviens, ouais. moment-là, en quelques mois, elles se sont plaintes de douleurs articulaires. D'accord. C'est à ce moment-là que un médecin européen a fait des recherches et qu'il a trouvé qu'il y avait dans les articulations ce qu'on appelle les récepteurs aux œstrogènes. D'accord. Effectivement, cette étude qui nous a montré le rôle des œstrogènes sur les articulations. Donc Très ça bien. Et aussi, sur ça va assez vite. Sur la peau, alors ouais. la sécheresse cutanée, ça dépend des femmes. Je ne parle pas de la sécheresse vulvo-vaginale, hein. Oui, Je parle de la cutanée. peau en elle-même. Ça dépend des femmes et ça, effectivement, des fois, il y a d'autres constituants, les dermatos, sont beaucoup plus forts que moi, pour dire qu'il y a d'autres constituants qui, vont faire, arriver la sécheresse cutanée. Mais D'accord. ça aide. La Bon. prise de poids, non, la prise de poids, ça ne joue ni dans un sens ni dans un autre, sauf si le traitement est mal adapté. Donc ça veut dire que si j'ai pris du poids parce que je suis en ménopause, je ne vais pas reperdre ce poids-là parce que je suis sous traitement? Non, Ça n'aura pas d'impact? OK. non, Donc il y a des rêves qui s'envolent chez certaines d'entre nous? OK. pour perdre son poids, il faut une activité physique et changer, sa ration alimentaire. Ouais, Non pas la diminuer, hein, j'ai pas dit la diminuer, mais il faut changer et il ouais. faut effectivement manger des choses dont on a besoin et qui ne font pas grossir. OK. Et sur, l'humeur et la fatigue, Alors là, ça joue bien. ça Ça joue rien du ça tout? Non, non, ça joue très bien. Ah, Ça ça marche joue très très bien. OK, ça veut dire qu'il y a une amélioration. Ah oui, oui, mais d'ailleurs, quand elles arrêtent, là, c'est toujours des cas dont je me souviens du jour au lendemain, hein. Elle a arrêté parce qu'effectivement, on lui a dit qu'il fallait arrêter à 5 ans et cetera et elle me dit: «Écoutez docteur, on recommence parce que je suis exécrable». Ouais, très clair. Ouais, il y a des paramètres qui ne trompent pas. Très bien. Très clair, elle me dit: «Après tout, je redeviens exécrable, j'ai des bouffées de chaleur, ça suffit, je recommence». Donc vous voyez, le traitement, c'est la meilleure des preuves que le traitement, lui, marchait. Absolument. Sur la partie libido, sécheresse vaginale, troubles urinaires, Pierre-François, quel est l'impact des, traitements hormonaux? Alors, l'impact des traitements hormonaux, il faut bien comprendre que, tout ceci s'installe progressivement. Sauf que, comme le disait Lydia à l'instant, c'est qu'il y a, une certaine inégalité dans l'installation des différents symptômes. Vous allez avoir des patientes, qui, vont avoir, une impression assez rapide et d'autres pour lesquelles ça va s'installer sur 2 à 5 ans. Je ne sais pas si vous avez la diapo, sur l'enquête qu'on avait pu, mener ensemble, heu, récemment autour de 26 000 patientes. Mais sur, les 26 000, on avait à peu près 6 700 femmes, qui étaient, à 50 ans et plus
Et on a pu voir en effet qu'il y avait une installation progressive, mais globalement, et Lydia apportera aussi son sentiment voilà, de médecin là-dessus, mais on a quand même le sentiment qu'au bout de 5 ans d'installation de la ménopause hors traitement, c'est un motif de consultation assez récurrent. Et le problème qu'on a, c'est qu'aujourd'hui, et bien justement, il faut qu'on trouve le traitement idéal pour la patiente, et c'est un traitement, je vous dirais, hautement personnalisé. Et donc, pour cela, en effet, les patientes ont le sentiment des fois qu'on va résoudre ça d'une seule prescription. Et non, en fait, on est sur une approximation puisqu'il faut trouver le traitement idéal. Euh, Pas de traitement hormonal trop fort pour le risque mammaire et la tension mammaire qu'on peut retrouver, mais suffisamment quand même pour améliorer au niveau local, au niveau des signes urinaires, car il y a des récepteurs aussi hormonaux au niveau de la vessie, et la paroi vésicale est sensible et donc peut se manifester par ce qu'on appelle une instabilité vésicale, hein, ou des difficultés à retenir ses urines suite à un effort. Et D'accord, donc ça donc, veut en dire que effet, la ménopause peut provoquer en fait une forme de petite incontinence urinaire, comme quand on a le périnée qui est pas assez tonique, c'est ça? alors, on peut avoir en effet des désagréments du fait de plusieurs choses, qualité des tissus, et donc, en effet, le retrait progressif hormonal fait que ces tissus viennent à diminuer en taille, mais aussi au niveau de amoindrissement aussi au niveau des vaisseaux qui les vascularisent, hein, qui les nourrissent. Et donc, tout ceci peut entraîner cette fragilité, voire des fois ce déséquilibre au niveau local, hein, puisqu'il y a une flore vaginale, et qui vient à s'appauvrir, voire à faire le lit d'infections récurrentes, et il Donc, arrive fuite d'avoir, urinaire, voilà. cystite, c'est ça? Fuite Oui, urinaire, enfin, en tout cas, pas ouais. forcément cystite, en tout cas des signes, mais pas forcément d'une infection suite à une bactérie, mais en tout cas des manifestations qui vont D'accord. avec et qui font en effet croire qu'on a une cystite. Waouh, OK, très bien. Alors juste pour revenir sur la partie, libido et sécheresse vaginale, concrètement, j'ai bien entendu que c'était un traitement qui mettait du temps comme tout à l'heure, il fallait trouver le bon dosage et c'était tout un Tout à ajustement fait. à Mmh. trouver, mais que concrètement il y avait une efficacité, c'est ça que j'ai pas compris, il y avait une efficacité sur cet aspect-là, sur ces symptômes-là? Alors, il y a une efficacité partielle, et dans le sens où, on va, il arrive qu'on soit obligé de faire un traitement vraiment local. Soit un traitement en partie, en effet, contenant des œstrogènes, soit d'autres alternatives qui vont jouer, en effet, sur la qualité du tissu, et l'un des constituants du tissu, comme, l'acide hyaluronique, tous ces traitements que l'on retrouve aussi, prescrits par nos collègues dermatologues, sur le sujet, puisque au niveau vaginal aussi, il y a, et au niveau vulvaire, le point cutané qui est tout aussi important à prendre en charge. De l'acide hyaluronique? Ouais, OK, d'accord, très bien. je ne sais pas si ça vous dit C'est quelque chose, Anna. si, mais c'est vrai qu'on l'entend sur d'autres sujets, mais du coup, voilà, donc c'est une injection d'acide hyaluronique? Alors, il peut y avoir en ovule, En et ovule? puis en effet, vous avez raison de le dire, depuis peu de temps, certains collègues aujourd'hui proposent des injections localisées d'acide hyaluronique, qui permettent, voilà, qui permettent entre autres d'améliorer la trophicité locale et de bien-être local. D'accord, très bien. Je me permets de faire une petite parenthèse parce qu'en fait, si le sujet de la ménopause et sexualité, vous intéresse, si vous vivez en ce moment ces situations-là ou que vous voulez vous renseigner, nous avons un prochain webinaire là-dessus. J'en reparlerai tout à l'heure, mais le 16 mai, on va parler de ce sujet avec un expert, justement. Alors, revenons sur les bénéfices des THM. Quel est le bénéfice sur la santé des femmes, puisqu'on a vu qu'il y avait des symptômes de la ménopause, mais aussi des conséquences sur la santé des femmes. Quel est l'impact sur la prévention des maladies chroniques quand on se traite aux hormones? Je ne sais pas si c'est peut-être Lydia qui peut répondre? C'est l'âge, alors il y a un âge, 45-50 ans, c'est l'âge auquel apparaissent certaines OK, maladies du métabolisme, le diabète par exemple, les ouais. maladies cardiovasculaires, puis un peu plus tard l'ostéoporose, et ça va, alors ça aussi, ça va être le sujet d'un de mes,
d'une des conférences que je vais donner dans pas longtemps, du rôle du gynécologue et du médecin généraliste sur effectivement la prise en charge de la prévention des maladies cardiovasculaires de la femme en périménopause et ménopause. Et donc, on parle de maladies d'ostéoporose, on parle de maladies cardiovasculaires. Je vous en ai parlé tout à l'heure, je vous ai dit que les œstrogènes vont, quand on les apporte par des œstrogènes naturels qu'on va apporter par THM ou THS, vont empêcher cette plaque d'athérome de se former, d'augmenter en épaisseur. Et c'est le bénéfice des œstrogènes, effectivement, qu'on donne en début de ménopause et qui vont, la majorité des études le montrent maintenant, vont avoir un effet positif sur la prévention des maladies cardiovasculaires. Mais le problème, c'est que si on les a donnés trop tard, donc si on les a donnés quand la plaque d'athérome est formée, et on leur a créé des AVC. D'accord. Donc, prévention des maladies chroniques, donc maladies cardiovasculaires. Ah, Lydia, est-ce que vous voulez Je crois que la connexion n'est pas terrible. Manon, je ne sais pas si tu entends. Oui, je vais essayer de lui passer un petit coup de fil. Ok, très bien. Du coup, on va passer peut-être à Pierre-François. Pierre-François, sur la vie personnelle et professionnelle, quel va être l'ostéoporose? Enfin, alors là, je ne sais pas, j'ai un problème. Est-ce que vous m'entendez? Pas très bien, Lydia, mais On a été coupé, je pense. Du coup, on va passer à Pierre-François pour nous répondre sur la partie vie personnelle et professionnelle. Quel est le bénéfice du coup des THM? ah bah, c'est déjà une grande demande, hein. C'est un motif de consultation aujourd'hui, avec des vraies questions, hein. Déjà, la première question, en effet, c'est sur la vie personnelle. Les couples, les patientes, hein, l'expriment, de venir consulter, en effet, parce qu'il y a ce sentiment de difficulté cette charge mentale aussi, on peut parler de ça, Oui. de difficulté aujourd'hui à joindre, à la fois avec les modifications, psychologique et corporelle aujourd'hui de continuer à faire comme si de rien n'était sur le quotidien. D'abord parce que les bouffées de chaleur ne vous préviennent pas quand elles vont arriver et les patients te disent très bien en consultation, écoutez docteur, moi je suis embêté parce que ça ne s'est pas prévenu, que ça soit au quotidien, que ça soit au niveau de mon emploi et tout ça. Sur la sphère professionnelle aujourd'hui, c'est un vrai problème. Je dirais que c'est un double problème même, à la fois, bien sûr, de la perception en tant que telle des symptômes, mais aussi du sentiment de visibilité aujourd'hui au niveau de la sphère professionnelle. On a récemment eu un échange, hein, avec différentes femmes sur différents milieux professionnels et elles sont, je pense, mais Anna, vous le confirmerez peut-être, puisque vous étiez là, assez d'accord pour dire qu'il y a toute une démarche à faire, hein, pour dire ce qui est, sur la qualité de vie au travail de la femme à l'approche de la cinquantaine. Ça ne diminue rien les capacités, bien au contraire, hein, décisionnaires ou autres. Mais aujourd'hui, il y a un vrai problème de visibilité et d'acceptation en tant que telle des symptômes dans la sphère professionnelle et de la reconnaissance de ces derniers. Oui, parce que ça n'existe pas aujourd'hui, la ménopause, dans le sens où personne n'en parle. Donc, Oui. c'est difficile d'en parler, d'aborder le sujet et de faire d'en parler à des collègues, d'en parler à un employeur. C'est pas une démarche qui est facile aujourd'hui, mais peut-être qu'une démarche comme Ménopause Club peut aider à faire changer les choses. On est en train d'y travailler. Voilà, super. Lydia nous a retrouvés. C'est très bien. Et du coup, maintenant, je vais vous proposer de parler des contre-indications. On a été coupé? Non? Vous m'entendez? Oui, Lydia, c'est bon. Oui, j'ai changé d'ordinateur.
Il y a un énorme écho, je suis désolée. Il faut couper le son d'un des deux absolument parce que là, il y a un énorme écho. Je suis en train d'y arriver. Voilà. Très bien. Alors, du coup, quelles sont les contre-indications? Non, mais c'est pas possible. J'arrive pas à l'éteindre. Manon, tu peux peut-être couper le son d'un des devices de Lydia? Je l'ai fait, mais c'est bon. Mais j'arrive plus à l'éteindre, celui-là. Je sais pas ce qu'il a. Génial. C'est bon, Lydia, c'est bon. Ça y Lydia. est, merci beaucoup. Donc, on parlait des Lydia, on te contre-indications. voit et on t'entend. D'accord. Oui, donc les contre-indications, bien entendu, c'est quand la femme a eu un cancer du sein ou si elle a eu des cancers qu'on appelle hormonodépendants. Hormonodépendants, c'est-à-dire ce sont des cancers qui dépendent, qui sont aggravés par la présence d'œstrogènes. Alors ces cancers, ce sont par exemple les cancers de l'endomètre, je vous l'ai dit tout à Oui. l'heure, cet endomètre, il est sensible aux œstrogènes, donc il est bien entendu qu'on ne va pas donner un traitement avec des œstrogènes à une femme qui a déjà eu un cancer sensible aux œstrogènes. Après une ablation de l'utérus, alors l'ablation de l'utérus, ça dépend. Si on a enlevé l'utérus pour des fibromes, on peut donner un THM et justement, on va donner, je vous l'ai dit tout à l'heure, on va donner juste des œstrogènes. On ne va pas avoir besoin de donner de la progestérone. Si c'est un cancer de l'endomètre, je vous l'ai dit, on ne donne pas. Par contre, si c'est un cancer du col de l'utérus, ce cancer du col dont on sait maintenant qu'il est relié à la présence du human papillomavirus, vous savez, ce fameux virus contre lequel on va vacciner petites filles et petits garçons maintenant, il est bien évident que ce cancer du col est relié à un virus et donc les femmes à qui on a enlevé l'utérus pour un cancer du col, on peut très facilement leur donner un THM. Les autres cancers, vous me direz, les leucémies, les cancers du pancréas, etc., en principe, on peut les donner. Mais comme disait Pierre-François tout à l'heure, nous, on est quoi? Moi, je me considère par rapport à mes patientes comme un chef d'orchestre. Je suis un chef d'orchestre, j'ai qui? J'ai le médecin traitant, s'il existe. J'ai le cardiologue, j'ai le rhumato. Et si elle a eu un cancer, eh ben, j'ai le cancérologue. Et à ce moment-là, je demande au cancérologue son avis en lui disant, bon, ta patiente, elle a eu, par exemple, une leucémie ou que sais-je de problème, est-ce que je peux le faire? Et là, j'attends la réponse. Donc, c'est la nécessité de travailler en équipe qui est tellement sympathique à l'heure actuelle. Avec une endométriose, alors là aussi, c'est une très belle question. Pourquoi? Parce qu'on a parlé de l'endomètre. Qu'est-ce que c'est qu'une endométriose? C'est la présence de cellules de l'endomètre à un endroit où elles ne devraient pas être, c'est-à-dire au niveau de l'endomètre. Et à ce moment-là, il est bien évident que si on donne des œstrogènes tout seul à une femme qui a eu une endométriose, dans certains cas, pas dans tous, surtout dans des cas de localisation d'endométriose divers, à ce moment-là, eh ben, on a plutôt intérêt à leur donner de la progestérone pour éviter la prolifération de l'endomètre. Donc, c'est le seul cas, par exemple, où si on a enlevé l'utérus à une femme, hein, mais qu'on sait qu'elle a, par exemple, une endométriose qu'on appelle profonde, ces endométrioses qui font mal, qui sont situées en arrière, qui collent des fois au rectum. Et là, c'est des cas où, effectivement, même si elles n'ont pas d'utérus, ces femmes-là, on va leur donner un traitement avec œstrogène et progestérone. Avec des risques élevés d'ostéoporose, ça dépend de ce qu'on appelle risque élevé d'ostéoporose. Si c'est un début, si c'est une ostéopénie, c'est-à-dire qu'elle n'est pas méchante, si la femme est jeune, etc., la Haute Autorité de Santé nous dit qu'en première intention, le traitement est le THM. Et on fait de l'os, on refait de l'os, et toutes les études ont montré que même avec des doses faibles d'œstrogène, on refait de l'os avec un THM. D'accord, c'est réversible donc. Si c'est un âge où on ne peut plus donner le THM, à ce moment-là, c'est le rhumatologue qui va rentrer en jeu et qui va dire ce qu'il faut prendre. Avec de l'hypertension et du diabète, c'est toujours la même chose. En principe, on peut,
ou on ne peut pas. C'est-à-dire que là, c'est, je vous dis, mon chef d'orchestre, hein. Je demande au diabétologue s'il en pense. Si la femme a déjà des troubles vasculaires, effectivement, on ne va pas le donner. On demande au médecin, au cardiologue de ce qu'il en pense. Si, outre son hypertension, elle a des problèmes, automatiquement, on ne va pas lui donner. Mais je vous dis, c'est pas quelque chose qu'on va faire tout seul dans notre coin. On a cette espèce d'ensemble d'experts autour de nous et on a le médecin généraliste, des fois, est tout à fait apte à nous donner un conseil. Et des fois, c'est le médecin généraliste, des fois, qui me le dit, parce que ça m'arrive très souvent, hein, que le médecin généraliste me dise, mais qu'est-ce que tu en penses? On demande l'avis du diabétologue ou on demande l'avis du cardiologue. Ouais, ok. Ça, c'est possible. Les autres contre-indications, alors là, c'est les migraines, les femmes qui ont des migraines, parce que vous savez que les femmes qui ont des migraines peuvent avoir des soucis au niveau du cérébraux et si on donne des œstrogènes, et elles peuvent aussi, avoir des soucis cardiovasculaires. Hein. Puis les femmes qui ont des problèmes au niveau du foie, des maladies de foie. Et là, D'accord. il y a certaines maladies de foie dont il faut se méfier parce que les œstrogènes vont aggraver la maladie de foie. Très bien. Ok, très clair. Merci beaucoup. On va parler maintenant des risques et effets secondaires aux traitements hormonaux. Alors du coup, Lydia, quels sont les risques? On a parlé du bad buzz et des bad buzz il y a quelques années. Voilà, le bad buzz, comme vous dites, il y a quelques années, c'était effectivement de donner des œstrogènes à des femmes qui avaient un âge auquel on n'aurait jamais, nous, en France, donné. Hein, les femmes de 62, 65 ans, hypertendues, diabétiques et obèses, ça ne faisait pas partie, en 2002, des femmes à qui je donnais un traitement. Donc, je vous dis, les Américains ont donné ça pour essayer de prouver que ce traitement était préventif des maladies cardiovasculaires. Ça nous a fait un mal fou. Et effectivement, il ne faut pas donner ce traitement quand la femme a dépassé 10 ans de ménopause. Okay. Le problème des risques, c'est le cancer du sein dont on a beaucoup parlé. Ouais. Et là aussi, attention de quoi on parle. L'augmentation du risque du cancer du sein est franchement minime quand on sait que, c'est dommage, il y avait une diapositive, mais on n'a pas le temps de la passer, de quoi meurent les femmes. Elles meurent essentiellement de maladies cardiovasculaires. D'accord. Et quand on voit le peanuts de mortalité du cancer du sein, donc, si vous voulez, quand on met dans la balance, bon, c'est vraiment pas grand-chose. En plus, là aussi, on va faire cocorico, on a eu des études françaises. Des études françaises qui ont été reprises après par les gens du Nord, les Finlandais, Suédois, etc., qui montrent que nos traitements avec œstrogène naturel et progestérone naturel ne font pas craindre une augmentation du risque de cancer du sein. Ok. Peut-être un petit peu, mais vraiment très très peu, au-delà de 5 ans de traitement, en sachant que quand on arrête le traitement, ce risque disparaît. Mais c'est vraiment minime. Et c'est à mettre en balance, justement, en balance bénéfice-risque, pourquoi elle en a besoin, qu'est-ce qu'elle a, etc. Donc, c'est vraiment minime par rapport. Qu'est-ce qui donne le cancer du sein aussi? Quelles sont les choses qui donnent le cancer du sein? Eh bien, on s'est rendu compte que l'alcool était un facteur beaucoup plus important que la prise de THM au niveau du risque de cancer du sein. L'obésité et le tabac. Et puis, bien entendu, chez les femmes qui ont des gènes, vous savez, ces femmes comme Angelina Jolie, etc., qui avaient eu ces fameux gènes, etc., elles ont. Donc, si vous voulez, tout est relatif. C'est-à-dire que notre boulot, finalement, c'est d'avoir les mains comme ça et de faire une balance. Qu'est-ce que risque ma patiente? Qu'est-ce que je peux lui apporter? Et discuter avec elle. Et d'ailleurs, la Haute Autorité de Santé nous recommande, quand on donne le traitement, de remettre en question tous les ans notre traitement. D'accord. Donc, ça veut dire aussi qu'il faut qu'il y ait une consultation chaque année. Chaque année de remise en place. Vous savez, moi, il m'arrive très souvent qu'au bout d'un an, je vois les patientes et qu'elles me disent « Tiens, en fait, j'ai oublié de vous dire, mon père vient de mourir d'un infarctus. » Ok. Vous voyez? Donc, pour moi,
ça veut dire que je veux aller, il faut que j'explore un petit peu son cardiovasculaire. Donc, tous les ans, on remet en question le traitement. D'accord. Donc, Donc, comment? d'où la longueur de la consultation dont vous parliez. Elles doivent être régulières et longues, ces consultations, Ah oui, toujours pour, long. à la fois pour ajuster les doses, comme on en parlait tout à l'heure, Et pour et trouver comprendre, le bon dosage, et pour chaque année, se reposer la question et réadapter en fonction est-ce que je suis situation. toujours en bénéfice-risque Ouais. positif pour le bénéfice, ou est-ce que je suis passé à une augmentation du risque? C'est tous les ans. Les effets secondaires, bon, la pilosité accrue, ça dépend des Pilosité accrue, c'est quelque chose qui est un effet secondaire des THM? alors on l'a beaucoup vu à une époque où on donnait des progestatifs synthétiques. OK. Mais il y a des femmes qui effectivement ont, une pilosité accrue. C'est pas le THM. Ah, Les femmes même sans THM ont les poils du menton qui poussent, des trucs comme ça, hein. à cause de la ménopause? Ménopause, oui. D'accord. Oh là là, quel Bon, tableau. on pourrait l'expliquer en rentrant dans le détail de la transformation des œstrogènes, Bon, heu, c'est hormonal en tout cas, c'est d'origine mais hormonale tout ça. mais on sait pourquoi. Oh là On a, là. Oui, on a deux Mais petites souvent, questions dans le chat. Il y en a une qui fait référence à ce dont on a déjà parlé tout à l'heure, mais qui rebondit aussi sur ce que vous venez de dire, Lydia. Une personne qui disait qu'elle était sous traitement depuis 2 ans, qu'elle en avait marre et qu'elle se demandait quels étaient les risques si elle arrêtait son THM, et puis si des symptômes gênants reviennent, est-ce qu'elle peut le reprendre? Donc finalement, ça fait écho à ce que vous disiez, qu'il y a oui, besoin d'une elle peut consultation. l'arrêter, oui, elle peut l'arrêter quand elle veut, hein. De toute façon, moi je dis toujours, il y a, la médecine pour moi, c'est la qualité de vie ou l'urgence vitale. La qualité de vie, je discute avec ma patiente. L'urgence vitale, je lui donne pas le choix. OK. Un THM, c'est une qualité de vie. Donc madame, vous le voulez, vous le voulez pas. Vous le voulez pas, on l'arrête. Mmh. Mais j'ai les bouffées de chaleur qui recommencent au bout de 6 mois. On n'est pas à elle est pas à plus de 10 ans de la ménopause. Ceci dit, c'est même relatif et on recommence. Alors, ce qui m'arrive souvent aussi quand elles sont à 6, 7 ans de la ménopause, mais vous voyez qu'elles ont quand même un petit risque. Elles ont peut-être pas, obèses, mais enfin, elles ont une augmentation du poids, du BMI, et cetera. Et ce que je fais à ce moment-là, en accord avec le cardiologue, toujours, nous faisons un examen, Doppler des carotides pour voir, pour mesurer cette plaque d'athérome, pour voir un petit peu où ça en est. Et ça aide des fois à leur dire: «Vous pouvez recommencer sans problème madame, vous voyez, il y a pas de problème». Mais là aussi, chaque patiente est une. Donc à chaque patiente, on va discuter, regarder un petit peu. Très bien. OK, Deuxième merci. question, Manon, c'est ouais, je te laisse, vas-y. Alors ouais, il y avait une autre petite question qui faisait référence aussi à la partie d'avant sur les contre-indications. Une personne qui demandait, Julie, qui demandait si vous pouviez confirmer qu'en cas de migraine, il ne faut pas prendre d'hormones. Est-ce qu'une migraine égale pas de prise de THM? Ah, on a perdu. Ah zut! Ah, ça y est, on a retrouvé Lydia. Oui, Oui, vous oui, avez oui, mais entendu j'ai des la petits petite soucis. question? Oui. Oui, j'ai entendu la question. De toute façon, les migraines, effectivement, quelle que soit la migraine, qu'on appelle les migraines avec aura, on ne prend pas d'œstrogène. OK, très clair. Maintenant, même chose que ce que je vous disais, moi je dis jamais non, je demande au neurologue et on fait un examen neurologique et en accord ou pas avec le neurologue, on décide oui ou non. OK, très bien. On parlait Parce que aussi des des fois, ins c'est des migraines qui sont pas graves, hein, des migraines ophtalmiques, des fois, des migraines, tout d'un coup, on découvre qu'elles ont besoin de changer de lunettes ou vous voyez? Donc à ce moment-là, on recherche la cause de la migraine et il y a des fois où on peut donner le traitement. OK, et en cas d'algie vasculaire de la face? Ça, c'est le neurologue qui dit. D'accord, très clair. C'est c'est- Alors c'est compliqué l'antivasculaire de la face parce que certaines, en fait, c'est toujours une sorte de réception aux hormones, comme le disait Lydia. C'est-à-dire, est-ce que c'est la maladie dont on parle est-elle sensible ou pas? Y a-t-il une réponse ou pas aux hormones?
Et on ne pourra, de toute façon, et il faut insister là-dessus, on ne pourra véritablement proposer un traitement que si on a l'accord ou pas du spécialiste de l'organe en question. La Oui. vie vasculaire de la face, c'est quelque chose aujourd'hui où il y a des consultations dédiées en région parisienne, par exemple, dans certains hôpitaux. Et on ne peut, nous, rajouter un traitement qui est quand même reste de confort, comme me disait Lydia. Ce traitement, d'ailleurs, il y a des mesures associées, hein, on n'a pas parlé encore, mais lutte, en effet, tu l'as évoqué, hein, Lydia, alcoolisme, tabagisme, mais aussi la vitamine D pour l'os, l'exercice physique régulier pour diminuer les bouffées de chaleur. Il ne faut pas oublier tout ça aussi. Ce soir, on parle de traitement de la ménopause, mais le traitement, il y a aussi un à côté qui est un peu, alors le mot est gros et grand parce qu'on entend beaucoup parler qui est l'hygiène de vie, mais il y a aussi la régularité des choses au quotidien. Ah, très bien, OK. Et sur la partie insomnie, somnolence, du coup, quel va être l'impact, des traitements hormonaux? Ça marche bien. Il y a des effets secondaires, Alors, insomnie, ce qui marche très bien, y compris en périménopause, c'est la progestérone naturelle. D'accord, OK. Mmh. Des fois même, de commencer la progestérone naturelle sans les œstrogènes, bien entendu, en périménopause, permet de traiter les insomnies. Mais il y a des fois où, bah, c'est autre chose, hein. Faut pas Ouais, non c'est quand plus dire c'est pas lié aux hormones, forcément, ça n'aura pas voilà, de ça peut ne pas être dû aux hormones, ça peut être la vie, actuelle, le stress, le boulot, les enfants et cetera, hein. Donc mmh, c'est pas faut pas incriminer toujours les œstrogènes. très bien. Alors là, je rebondis sur ce que disait, tout à l'heure Pierre-François. Les compléments et alternatives aux traitements hormonaux, Pierre-François parlait du sport, de l'hygiène de vie en général. Quelles sont les solutions naturelles, auxquelles, les femmes pourraient avoir recours? Alors, les solutions naturelles, bon, il y a et Pierre-François l'a dit un petit peu, il y a pour les bouffées de chaleur, par exemple, il y a l'acupuncture, il y a l'hypnose, il y a effectivement les compléments alimentaires. Ouais. Compléments alimentaires, certains à base de pollen, d'autres à base de safran, d'autres à base d'algues. Il y a les phytoestrogènes. Alors là, on va peut-être s'y arrêter 2 petites secondes. C'est que les phytoestrogènes, eh beh, comme le nom l'indique, ce sont des œstrogènes qu'on va trouver dans le soja, qu'on va trouver dans des algues, qu'on va trouver dans d'autres produits. Et effectivement, ce sont des œstrogènes. Donc, ça a les mêmes contre-indications, exactement les mêmes contre-indications que les œstrogènes. Donc, on ne va pas donner des phytoestrogènes à Mais une alors du dame coup, qui a... c'est sur ordonnance médicale, les phytoestrogènes ou pas? Non, non, Ah justement. oui, d'accord, donc les femmes pourraient en prendre, Ouais, sans se douter, en fait, de l'impact que ça peut avoir sur leur absolument. organisme? OK, Et en fait, si vous voulez, il n'a jamais été prouvé, aucune étude n'a prouvé que ça avait un effet, comme on dit, supérieur au placebo, c'est-à-dire que ça a vraiment un effet, hein. d'accord. En gros, que si on donnait une pierre de sucre à la place, ça avait un meilleur effet. Donc Donc c'est un alors oestrogène avec les risques, et les avantages potentiels, mais du coup, il y a pas d'accompagnement sur ce traitement. l'activité physique, alors là, je te rejoins tout à fait, Pierre-François, c'est-à-dire que là, c'est quelque chose qui fait beaucoup de bien. D'abord pour perdre le poids qu'on prend, hein, et ça, j'ai l'habitude de dire à mes patientes, surtout en région parisienne, par exemple, ou dans les grandes villes, si elles vont au travail, heu, en transport en commun, de commencer à descendre une station avant, voire 2 stations avant, d'essayer de laisser la voiture à la maison et puis si elles ont la chance d'habiter en province, à un endroit où elles peuvent se promener, et cetera, de faire de la marche à pied, c'est la meilleure façon de brûler un petit peu ses graisses. Ouais. Activité physique et effectivement hygiène, diététique puisque c'est la pr il faut se prendre en charge absolument, éviter de manger gras, éviter, tout ce qui est alcool bien entendu, malheureusement les fromages et cetera, c'est dommage mais c'est comme ça. Il y a maintenant, des traitements, pour traiter les bouffées de chaleur, par exemple. Alors, on a des traitements homéopathiques, on a d'autres traitements. Mais alors, on a un espoir, un grand espoir, c'est qu'il va arriver sur le marché un nouveau traitement dont le nom est un petit peu barbare. C'est un antagonisme au récepteur de la neurokinine 3. Vous voyez que c'est un peu barbare. Oui. Ce traitement existe déjà aux États-Unis et c'est un grand espoir. C'est un grand espoir, pourquoi? Parce que vous avez quand même des femmes qui ont des bouffées de chaleur, soit parce qu'elles ont une ménopause bah, et qu'on ne peut pas les traiter parce qu'elles ont un antécédent de cancer du sein, par exemple, Mmh. etc.
soit parce que leur cancer du sein est récent et qu'elles prennent des anti-œstrogènes. Donc, imaginez-vous, c'est la double peine, hein, c'est-à-dire que non seulement tu peux pas rien pas rendre, et surtout on te donne des anti-œstrogènes. Et Ok. là, à ce moment-là, ces femmes-là, d'après les études qu'on a vues, on peut leur donner ce traitement parce que c'est pas un traitement à base d'hormones. Donc on cherche en ce moment des traitements pour ces femmes-là. Il y a l'hypnose, il y a donc l'activité physique, il y a l'acupuncture, il y a le fait effectivement d'aérer les pièces, d'éviter de boire du café ou du thé très chaud dans la journée, vous voyez. Donc on essaye quand même, mais là, pour résumer un petit peu, on a deux grands espoirs en ce moment. On a ce traitement sur les bouffées de chaleur qui pourrait convenir aux femmes qui ne peuvent pas prendre d'hormones, Ouais. et cette nouvelle hormone naturelle, l'estétrol, qui va nous arriver et qui, quand on voit les résultats qu'on a pu voir, les résultats sont très, très prometteurs. Ok, super, bah, très bien. Et du coup, Merci. Anna, on peut oui, prendre on quelques a des petites questions avant oui, de on a le temps là. conclure? Voilà. Alors, je reprends un petit peu, on avait une personne qui demandait en fait, quel était l'intérêt de prendre la progestérone quel était l'intérêt de prendre la progestérone par voie vaginale ou plutôt par voie orale? Et on demandait aussi si la progestérone, se trouvait de façon naturelle. Enfin, où pouvait-on la trouver de façon naturelle? Alors, la progestérone se prend par voie orale au moment de la ménopause. Parce qu'elle peut avoir la progestérone par voie vaginale, c'est un traitement, et Pierre-François ne me contredira pas, c'est un traitement de la PMA, de la fécondation in vitro, et on recherche autre chose à ce moment-là. Alors, le problème en plus, c'est que quand on donne de la progestérone par voie vaginale au moment de la ménopause, eh bien, on peut faire saigner. On peut avoir des saignements. Et à ce moment-là, on est paniqué parce qu'on se dit, flûte, qu'est-ce qui se passe? Et vas-y que je te fais une échographie, et vas-y que je te fais une hystéroscopie. Et en fait, en interrogeant la patiente, on se rend compte que le pharmacien lui a dit, ah oui, oui, madame, vous le prenez par voie vaginale, ce qui me fait que chaque fois que je fais une ordonnance maintenant, j'écris par voie orale. Très bien. Donc, et la progestérone naturelle se trouve dans des comprimés de progestérone naturelle qui sont vendus en pharmacie et par de nombreux laboratoires pharmaceutiques. OK. Alors j'enchaîne sur les autres Merci à petites tous. questions. Ouais, est-ce qu'on en a d'autres? Ouais. On avait d'autres questions? Une personne qui demandait si la prise de poids était inévitable à la ménopause. Elle est en post-ménopause et le THS fait-il prendre du poids? On y a répondu en partie tout à l'heure. On y a répondu, la ménopause fait prendre du poids parce qu'il y a un déséquilibre entre la masse maigre et la masse grasse, et c'est contre ça qu'il va falloir lutter. Et ce n'est pas le traitement, sauf s'il est mal équilibré, qui va faire prendre du poids. OK. Alors je complète avec les 2 dernières petites questions avant qu'on poursuive. Fabienne qui disait qu'elle vient d'augmenter son traitement, depuis d'oestrogène au lieu d'1 et qu'elle avait noté des jambes lourdes, alors qu'avant elle ne les avait pas, et des auras de lumière sans migraine, avec, la vue d'un ophtalmo et tout est OK à ce niveau-là. Est-ce que ça peut être lié au traitement? Je pense qu'elle devrait en parler à son gynéco. Ça serait mieux. OK. Merci. Et enfin, quid de la supplémentation en testostérone dans le cadre d'un THM comme en Angleterre? Ah, ça, c'est une très, très belle question. Ça, c'est une très belle question parce que c'est vrai que c'est quelque chose qu'on ne fait pas du tout en France et qu'on fait dans certains pays. Et qu'effectivement, bon, on a en France des ovules qui s'appellent la prastérone et qui sont des testostérone-like, si vous voulez, et qui vont aider à la libido. Le seul problème de ce genre de choses, c'est que ils sont très chers et ils ne sont pas remboursés par la sécurité sociale. Il y a certains pays où il y avait également à un moment donné un traitement à base de patchs. Il y avait des petits patchs de testostérone que nos patientes aimaient beaucoup, mais vraiment beaucoup, parce qu'effectivement, ça avait une action sur la libido. Et que, Alors, ça veut dire que la testostérone, c'est une autre hormone dont on n'a pas parlé. On n'est pas sur l'œstrogène, on n'est pas sur la progestérone, on est sur une troisième hormone
Oui. qui là a des effets encore différents, c'est ça? C'est l'hormone mâle, la L'hormone testostérone, mâle, ouais, c'est ça. et qui a une action sur la libido, une action très intéressante sur la libido. Et dans certains pays, effectivement, il y a, on donne de la testostérone, soit en gel, soit en petites injections, de façon effectivement, à moduler ceci. J'ai beaucoup ri parce qu'est apparue la question en disant, «Ma maman avait ce patch de testostérone, maman aimait ça, papa aussi». Oui, ça effectivement, mais malheureusement le laboratoire a arrêté de les fabriquer. Donc ça ne se trouve plus en France aujourd'hui, c'est ça? Pas du tout, OK. et les patchs ne se trouvent même plus à l'étranger. Donc, Ah mince. il arrive, si vous voulez, il nous arrive, de demander des préparations en pharmacie, mais c'est pas facile de les avoir. Très bien. Est-ce qu'on avait d'autres questions, Manon? C'est tout bon, merci. Super. Eh bien, écoutez, merci beaucoup pour cet échange. Je crois que merci infiniment Pierre-François et merci infiniment Lydia. Je crois que vous avez Merci. répondu aux questions que se posaient l'ensemble des personnes qui étaient inscrites à ce webinaire et qui nous ont fait part des questions qui les taraudaient sur le sujet des traitements d'hormones pour la ménopause. Donc, merci beaucoup. Merci pour votre efficacité, nous dit Clarisse. On a plein de merci de la part des Clarisse. participants, c'est génial. J'en rêvais, vous l'avez fait. Merci au club et à vous tous et C'est toutes. sympa, merci beaucoup. Donc, voilà, maintenant, ce que je propose aussi, c'est peut-être de demander justement aux participants qui sont en ligne et qui nous mettent plein de messages, qui nous mettent des cœurs et tout ça, de quoi est-ce que vous rêveriez en termes d'accompagnement de la ménopause aujourd'hui? Donc, si vous avez des idées, n'hésitez pas à l'indiquer dans le chat. Et en attendant, on nous demande comment est-ce qu'on peut avoir des consultations avec vous deux, Pierre-François et Lydia. Est-ce qu'il y a moyen de prendre rendez-vous? C'est un peu compliqué parce que c'est vrai que nos consultations à Pierre-François et à moi à Foch sont pleines, mais moi ce que je dis effectivement, c'est qu'il faut tenter, quoi. Il faut tenter auprès Oui, tout à fait. il faut tenter auprès Oui, des gynécologues autour de chez soi, c'est ça? aussi, oui, bien sûr. Ou tenter à Foch? Foch, Foch, c'est un peu compliqué, on va dire. Écoutez, tentez. Et On puis y sinon, travaille. On travaille à former les générations futures et on Voilà, on travaille à essaye former les… effectivement. Voilà. très Mais bien. oui, bien sûr, il faut tenter, comme disait Lydia, tenter. Et il y aura toujours de la place quelques mois plus tard, même si on a de plus en plus de patientes. Mais toutes patientes sont les bienvenues avec grand plaisir. Voilà. C'est noté, merci beaucoup. Donc, je vous demandais tout à l'heure quel est l'accompagnement idéal dont vous rêveriez. Quels sont les thèmes que vous aimeriez aborder avec des professionnels de santé experts de la ménopause? On a parlé des traitements hormonaux aujourd'hui. On va parler de sexo dans quelques semaines. Mais est-ce qu'il y a d'autres thèmes que vous aimeriez voir abordés autour de la ménopause? Donc, notre prochain rendez-vous, ce sera plus précisément le 16 mai, comme aujourd'hui de 19h à 20h30, pour aborder le sujet ménopause et sexualité. Et notre expert du jour sera Samuel Salama, qui est aussi gynécologue obstétricien et sexologue et à l'hôpital américain de Paris. Donc, la thématique plus précisément, c'est comment réconcilier ménopause et libido. Un grand merci à nos intervenants, un grand merci à vous d'être venus. C'était un vrai plaisir d'animer cette session et merci beaucoup d'être venus à la première de Ménopause Club et au plaisir de vous retrouver pour la prochaine édition. Au revoir à tous. Au revoir, merci. Au revoir.